Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 mars. Bonjour Gilles Ganzmann. Valérie. Et vous chantez ? Non, j'aurais pu, vu le thème qu'on va aborder. On va parler de l'Eurovision et de la polémique autour de la présence d'Israël, la participation d'Israël à l'Eurovision. Et vous allez tout savoir avec notre invité Fabien Randam. Bonjour, vous êtes journaliste culture à 20 minutes. Vous êtes un spécialiste de l'Eurovision. Vous suivez cet événement chaque année. Vous en connaissez les moindres détails. Et cette année, l'Eurovision aura lieu à Malmö, en Suède, le 11 mai 2024, donc le 11 mai prochain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe pas très bien pour le moment, mais on va en reparler avec vous dans un instant. Je propose qu'on passe tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est la vidéo qui a fait le plus de buzz hier, l'interview de Mathilde Panot de la France Insoumise par un journaliste de la chaîne LCP. Il lui a demandé de situer la Palestine. Mathilde Panot a carrément séché sur la question. L'État de Palestine, vous avez déposé une proposition de résolution, je crois, à l'Assemblée nationale. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Oui, mais physiquement, géographiquement, vous le situez où, cet État de Palestine ? Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU. Mais très bien, mais la France Insoumise demande la création, la reconnaissance par la France, je crois, de l'État de Palestine. Oui, comme 138 pays l'ont déjà fait dans le monde, eh bien nous faisons comme les 138 pays et comme l'ONU. Voilà. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain ? Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Donc. Et puis il y a eu évidemment l'affiche où elle s'est mise en photo. Oui, mais ça, ça c'était autre chose. C'était pas sa journée. C'était pas sa journée. Non, c'est ça que je voulais dire. C'était pas sa journée hier. Mais il y a eu pas mal d'exemples du même ordre de gens à qui on demande, qui militent dans la rue pour la Palestine et à qui on demande de situer la Palestine sur une carte et qui en sont incapables. Alors à l'est ou à l'ouest, en particulier aux États-Unis. Le Jourdain, il borde la Jordanie, donc la question est de savoir où doit se situer l'État de Palestine, si c'est tout Israël ou pas. Si vous voulez, je vous fais un cours de géopolitique, mais elle a visiblement pas compris la question. On va lui donner le bénéfice du doute. C'est comme Monsieur Jourdain, elle pense faire de la prose. Bravo. Ah, vous voyez, on a tous les deux notre culture. Voilà, on se complète. Oui. Est-ce que vous connaissez Charleville-Mézières ? Je suis pas d'accord avec un auditeur qui dit c'est de la part du journalisme, c'est pas pro. Si, il y a une question qui se pose sur ce que doit être la Palestine. Est-ce que ça doit redevenir à l'endroit où c'est situé, ou est-ce que c'est du Jourdain, de la mer au Jourdain ? C'était une question tout à fait légitime qu'il lui a posée et elle n'a pas su répondre. Vas-y. Est-ce que vous connaissez Charleville-Mézières, Valérie ? Oui, bien sûr. Je vous conseille pas d'y aller, même si la météo est douce. C'est la ville, Charleville-Mézières, en février, sur 29 jours. Il y a eu 12 heures de soleil. Écoutez ce reportage. Nous l'avons cherché dans le ciel de Charleville-Mézières, en vain. Ici, le soleil a brillé par son absence et les habitants l'ont bien remarqué. La pluie tous les jours, c'est démoralisant, quoi. Surtout qu'on n'a plus besoin de regarder la météo, c'est qu'il pleut tous les jours. De la pluie, de la grisaille. En février, la capitale des Ardennes n'a connu que 12 heures de soleil. Alors qu'en moyenne, ce mois-ci, l'ensoleillement est de presque 69 heures. Personnellement, je me sens beaucoup déprimée quand il n'y a pas de soleil pendant plusieurs semaines, quoi. Tu peux pas te promener, tu peux rien faire. Tu as envie de dormir tout le temps, en fait. On en a quand même vu un tout petit peu, le soleil. Si, un peu. Mais bon, c'est un peu général en France, non ? On attend que ça passe, on va avoir des jours meilleurs. Voilà, Charleville-Mézières, c'était dans le journal. C'est le record, Valérie. Alors, attention, écoutez-moi bien. Les chercheurs étudient un Allemand qui s'est fait injecter plus de 217 fois le vaccin contre le Covid. Et il est toujours en vie. Et vous savez quoi ? Il est même en bonne santé. C'était dans Touche pas à mon poste hier. Un Allemand âgé de 62 ans aurait été vacciné 217 fois contre le Covid. C'est un truc de fou pour des raisons personnelles. Et des chercheurs allemands se sont récemment intéressés à ce cas. Gilles, qu'est-ce que ça a dit ? Alors il y a 134 cas de vaccination confirmés, mais lui en revendique effectivement 217 avec plusieurs vaccins. Et puis à chaque fois, il donnait son accord pour faire des prises de sang et que les échantillons soient conservés, par exemple congelés. Et donc, les experts allemands ont fait des analyses à chaque fois
pour voir si son système immunitaire était affecté, et pas du tout. Il a eu 217 vaccinations, et le système immunitaire, la réponse au Covid est tout à fait convenable et tout, c'est incroyable. C'est le record du monde, évidemment, à 217, c'est incroyable. Incroyable comme information. Est-ce qu'à l'Eurovision, ils sont toujours obligés maintenant d'être vaccinés contre le Covid ou ça ne sera pas le cas cette année? Bonne question. J'ai l'impression que pour l'instant, le règlement total n'est pas encore sorti, mais je pense que en tout cas, c'est pas demandé pour les journalistes, donc je pense que pour les artistes. Mais au moment du Covid, c'était obligatoire. Oui, pour les éditions 2021 et 2022. Ouais. Restons dans la médecine, Valérie, et dans les vaccins. Hier, dans C'est à vous, il y a eu le témoignage assez fort de Maxime Deschecq. Et alors, Maxime, il a attrapé le papillomavirus parce que les garçons peuvent l'attraper. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus important de se vacciner contre le papillomavirus, même si la campagne. C'est les adolescents. Oui, absolument. Même si la campagne, mais je suis un adolescent, même si la campagne ne fonctionne pas, il a voulu évidemment sensibiliser et dire que les garçons pouvaient aussi l'attraper. J'étais le premier étonné que le papillomavirus pouvait toucher aussi les garçons. Et malheureusement, dans mon cas, donc je fais partie des petits 10% des personnes qui sont atteintes donc d'un cancer. Donc moi j'ai un cancer ORL, donc gorge. Donc le papillomavirus s'est installé donc sur mon amygdale. Ce qui explique votre incompréhension quand on vous a diagnostiqué ce cancer en décembre dernier, parce que vous pensiez avoir une hygiène de vie irréprochable, en tout cas qui limitait les risques de cancer. Oui, c'est vrai, je fais énormément de sport, je ne bois quasi pas, enfin rarement, je ne fume pas, donc j'étais le premier étonné que ça vienne justement s'installer dans ma gorge. Ouais. Je voyais ça vraiment comme une injustice. Vous saviez, vous, que les garçons pouvaient... Moi, je ne savais pas personnellement. Je l'ai appris hier dans C'est à vous. Et pour finir, elle revient avec un nouvel album révélé par la Star Academy. Olivia Ruiz, vous aimez bien Olivia Ruiz? Non. Oh. J'ai vraiment pas de chance. Non, vous n'avez pas de chance. On n'a pas du tout les mêmes goûts. Allez-y. Vous n'aimez pas Olivia Ruiz? Non. Qu'est-ce que vous a fait? Rien, j'aime pas. Enfin, c'est les goûts et les couleurs, vous êtes d'accord, Fabien? Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ça se discute pas, non, a priori. Non, par contre, ce qu'on peut dire à Fabien, c'est qu'il y a énormément maintenant dans l'Eurovision des candidats qui viennent des émissions de la Starac ou des The Voice. Ça, c'est devenu la mode dans les pays. Oui, c'est devenu la mode, ou c'est aussi le fait que ces émissions permettent vraiment d'avoir des castings avec des talents et des voix, et donc c'est des man potentiels, quoi. Et on le voit avec Slimane cette année pour la France. C'est vrai, qui vient de The Voice. Eh ben, on peut écouter quand même Olivia Ruiz, qui était en live dans C'est à vous, pour ceux qui aiment Olivia Ruiz. Car tu es le sel, la cannelle, le piment, tu as le sucre, le miel, je suis l'enfant, tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Vous aimez bien? Moi, j'aime beaucoup. Oui, non, mais après, je reconnais, elle a du talent, mais c'est pas, je dirais pas, je chiterai pas, j'écouterai pas sa musique. Oh, je vous mettrai un vieux chanteur. Oui, un vieux chanteur. Non, j'aime les jeunes chanteurs aussi, mais pas beaucoup. Non, pas mais elle n'est pas jeune non plus. Non, c'est vrai. Ah bah dis donc, c'est ça. C'est le café du commerce. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant avec un sujet plus grave. Un sujet, une grosse polémique avec cette Eurovision qui est censée être apolitique, et on le voit depuis quelques années. Ce n'est plus vraiment le cas. On va en parler avec vous, Fabien Randam, dans un instant. Après la pub. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8. Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je peux vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. Faut prévenir. Alors, bravo John, notre réalisateur. Évidemment, cette musique, c'est celle de l'Eurovision. Ce sera à Malmö le 11 mai prochain.
Pardon ? Non, j'ai dit le TDA, excusez-moi, parfois je montre ma culture. Fabien Randam, vous êtes notre invité ce matin, journaliste à 20 minutes, journaliste culture, spécialiste de l'Eurovision. Et donc, on a voulu vous recevoir ce matin pour que vous nous racontiez un petit peu les coulisses et les enjeux de cette édition. On a appris la semaine dernière que la chanson proposée par Israël avait été refusée, qu'Israël en avait proposé une seconde qui avait été refusée. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'Eurovision ? Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Alors, effectivement, avant chaque concours, chaque pays participant doit envoyer sa chanson pour être sûr que tout va être bien pour la finale, etc. Donc le texte doit être validé. Généralement, ça ne pose aucun problème. Et cette année, avec Israël, il se trouve que selon l'UER, Union européenne de radio-télévision, qui chapeaute l'organisation du concours, bien, il trouve que les textes proposés jusque-là ont un sous-texte politique, parce qu'ils se réfèrent à l'attaque du 7 octobre. Notamment, il y avait une première chanson qui s'appelait October Rain, pluie d'octobre, et la deuxième, c'était Dancing Forever, donc danser pour toujours. Et ce qui s'est passé, c'est que face à ça, au départ, le diffuseur, l'équivalent israélien de France 2, c'est la chaîne Cannes, a dit on changera pas, c'est soit ça, soit rien, soit on ne participe pas. Et finalement, le président israélien est intervenu pour essayer de faire plier la chaîne en disant on va peut-être essayer de revoir les paroles. Il est important qu'on participe. Et il y a eu une nouvelle salve d'écriture. October Rain est devenu Hurricane. Et il semblerait que le texte ne soit pas encore conforme au règlement. Voilà, qu'il puisse y avoir une interprétation politique à ce texte-là. Donc ça, c'est la règle. Pardon, oui, c'est ça. Quelle est la règle ? Ce règlement, en fait ? Alors, le règlement dit notamment que le concours Eurovision de la chanson est un événement apolitique et donc on ne peut pas faire passer de message politique. Oui, sauf que dans le passé, ça a été le cas. On pense à l'Ukraine, il y a eu des chansons où il y avait des messages politiques. Alors, mais en tant que tel, la musique pour moi est politique. Voilà, ça dépend effectivement comment on interprète. C'est pas forcément effectivement militer pour une personnalité politique ou un État, mais en tout cas, une chanson n'est jamais neutre. Hein, non, mais la chanson. Si vous prenez, je vais prendre mes références, La maladie d'amour de Michel Sardou. Vous êtes, il n'y a pas d'engagement politique. Oui, non, voilà. Yann Nakamura, on va pas. Non, mais c'est vrai qu'à l'Eurovision, c'est on représente un pays. On représente un pays. Chaque pays décide effectivement de qui va être l'artiste vitrine, d'une certaine manière, donc vitrine du pays, de sa culture musicale, etc., et de ce qu'il peut représenter. Quand l'Autriche y va avec Conchita Wurst, une drag queen, ça veut dire quelque chose. Il y a un geste, quand il finit en disant que le pouvoir va venir à la différence, c'est aussi un message politique sur les droits LGBT. Voilà. Et c'est la même chose. Il y a eu une chanson qui s'appelait 1944, qui racontait l'invasion de la Crimée par la Russie, et elle a gagné cette chanson. Oui, alors ça c'est effectivement l'exemple de 2016 qui revient souvent pour parler des chansons politiques à l'Eurovision, puisque donc c'est l'Ukraine 2016, et la chanteuse elle dit ma chanson qui commence par des paroles telles que ils viennent dans vos maisons, ils vous tuent tous et ils disent qu'ils sont innocents. Ouais. Donc voilà, ma chanson elle se réfère à 1944, ce qu'a vécu ma grand-mère qui est tatare de Crimée et qui a été exclue, poussée à l'exil sous ordre de Staline. Sauf que bien sûr ça faisait aussi écho à ce qui se passait en Crimée aux alentours de 2015-2016 avec l'annexion par la Russie. Mais il y a eu cette espèce d'hypocrisie, de jeu de dupe, je dirais, de dire non, ma chanson, elle ne parle pas de la Russie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la censure de la part de l'UER ? Est-ce que c'est de la censure ? D'une certaine manière, c'est décider de quelle chanson est politique ou ne l'est pas. Par exemple, on a les Pays-Bas cette année qui ont une chanson qui s'appelle Europapa. Et si on regarde le texte, c'est une chanson sur l'espace Schengen, le fait que les frontières sont ouvertes. L'artiste dit lui-même je serai en Europe jusqu'à ma mort. Voilà. Et cette chanson-là est passée. Et cette chanson est passée. Et on peut dire que dans un contexte où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, a remporté les dernières législatives aux Pays-Bas, donc les eurosceptiques, c'est une chanson pro-Union européenne qui représente le pays. Donc on peut voir aussi un geste politique là-dedans. Incroyable. Ouais. Mais alors, on en est où aujourd'hui ? Il y a des pays en plus qui sont contre la présence d'Israël, très clairement. Oui, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement d'un certain nombre de pays, en particulier les pays du Nord, qui ne souhaitent pas qu'Israël participe à cette compétition.
Oui, voilà. Alors, il y a effectivement du côté... Il y a deux polémiques, en fait. Voilà, il y a la polémique sur la chanson et puis il y a la polémique sur la présence d'Israël à l'Eurovision. C'est ça. Il y a du côté d'Israël, donc effectivement, la date butoir pour envoyer les chansons, je crois que c'est fixé à lundi prochain, au 11 mars. Donc voilà, si effectivement, au 11 mars... Israël n'a pas envoyé une chanson dont le texte semble conforme au règlement selon l'UER, bien Israël ne participera pas dans tout état de cause. Et c'est vrai que de l'autre côté, il y a donc les pays nordiques, tels que l'Islande par exemple, qui n'a pas encore confirmé sa participation. Présence, Ils ont fait leur sélection. Il y a une gagnante qui a été désignée. Ils doivent encore se prononcer puisque c'est effectivement une participation qui fait débat. La Société des auteurs et compositeurs islandais a déconseillé, on va dire, a appelé au boycott si Israël est présent dans le concours. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attentisme de la part de certains pays. Il y a aussi les artistes qui représenteront la Finlande, qui ont contacter leurs confrères norvégiens et qui sont prêts à faire quelque chose, enfin qui aimeraient faire quelque chose de symbolique pour protester contre la présence d'Israël, ou en tout cas voir comment eux se positionner, puisque c'est aussi deux pays où les populations ont se sont exprimées en faveur de la cause palestinienne. Alors on est dans une chose très compliquée, ça veut dire, même s'ils participent, Israël se retrouve dernier du classement, on va dire que l'Eurovision et que les personnes qui votent sont antisémites, et s'ils gagnent, on va dire, ils ont gagné parce que justement, ils ont joué sur la corde sensible et que les votes ont été manipulés ou choses comme ça. En fait, la chose est super compliquée. C'est compliqué. Qu'est-ce qui peut se... Oui. Alors, la chose est très compliquée. Effectivement, on peut se dire que si Israël participe, on peut imaginer tout à fait des manifestations dans les rues de Malmö, spontanées. Vous y croyez ça? Oui, vous pensez qu'il peut y avoir des manifestations étant donné que la Suède est un des pays qui est le plus hostile à la participation d'Israël cette année, je trouverais pas ça étonnant qu'il y ait des manifestations. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui seront organisées, mais ça ne m'étonnerait pas. On peut imaginer aussi que la candidate qui participerait à la deuxième demi-finale pourrait être huée par une partie du public, par exemple. Tout est possible. Au moment où elle arrive. Au moment où elle chante. C'est déjà arrivé que les candidates russes en 2014, en 2015 ont été huées. Même d'ailleurs en 2015, l'UER avait mis en place un système anti-huée pour filtrer, c'est-à-dire que les gens à la télé, chez eux, n'entendaient pas s'il y avait des huées dans la salle. Et il y avait des huées dans la salle en 2015. Donc il y a toujours ça. Et il y avait eu un autre incident avec un drapeau palestinien qui a été brandi à l'antenne par les Islandais, justement, par le groupe islandais. Au moment où ils ont appris leurs résultats, ils ont brandi une banderole avec écrit Palestine dessus, aux couleurs palestiniennes. Voilà, ce qui avait suscité beaucoup de remous dans la salle. Et je crois que le diffuseur islandais n'avait pas été condamné pour ça, mais en tout cas, ça avait créé certains remous. Mais ça prouverait le classement d'Israël à l'Eurovision que ce concours, il reflète d'une certaine manière la psyché européenne au moment donné. Quand l'Ukraine gagne... Parce qu'on pourrait voir chaque pays qui vote en plus. On pourrait savoir qui attribue 12 points, qui attribue 10 points, et quels sont les pays qui ont donné des points à Israël. C'est ça, on pourrait voir effectivement le détail. Alors, sur les demi-finales, il y a juste le public qui va voter. En finale, ils introduisent les jurys, donc effectivement, on verrait quel jury donne des points ou non à Israël, si Israël se qualifie pour la finale. Mais effectivement, quand l'Ukraine a gagné en 2022, c'était aussi parce qu'il y avait peut-être un élan de solidarité de l'Europe. Enfin, il y a toujours l'Eurovision, ça dépasse le cadre musical très régulièrement. Mais est-ce que c'est pas de pire en pire? Enfin, vous qui êtes un fin connaisseur et qui suivez ce concours depuis longtemps, est-ce que ça devient pas de plus en plus compliqué aujourd'hui? Alors, je sais pas si ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a souvent eu des histoires comme ça au début des années 2000. Par exemple, Israël était représenté par un groupe qui brandissait des drapeaux syriens. Donc ça passait pas. Voilà, c'était pas passé du tout. La délégation s'était désolidarisée du groupe. Donc il y a souvent eu des remous, des polémiques au fil du temps. Là, le fait est que depuis, on va dire, une dizaine d'années, l'Eurovision a une sorte de retour en grâce médiatique, respectabilité, et pour beaucoup de pays, ça devient un enjeu de bien figurer à l'Eurovision. Quand le président israélien intervient, ça veut dire que l'Eurovision, c'est pas juste un divertissement. C'est un concours de chansons comme ça. Qu'est-ce qui est le plus probable selon vous?
Enfin, ou qu'est-ce que vous sentez, ou qu'est-ce qui serait qu'Israël ne se présente pas finalement, ou est-ce qu'ils iront au bout? Moi, j'ai l'impression que la délégation israélienne est prête à aller jusqu'au bout, donc je pense peut-être à refaire des moutures de chansons jusqu'à que le délai soit dépassé. J'ai l'impression que l'UER joue un peu la montre en espérant peut-être une disqualification, une non-participation d'Israël, ce qui, je pense, l'arrangerait côté sécurité, parce qu'il y a aussi cette question sécuritaire à Malmö. Qu'est-ce qui se passe pour les artistes et même pour les autres artistes participants? Est-ce que pendant les conférences de presse, on leur demande leur avis sur la participation d'Israël, sur ci, sur ça, sur ce qui se passe? Oui, ils vont être dans une situation très, très compliquée. Très compliquée. Quelle est la position d'Alexandra Redamiel, qui est celle qui dirige l'équipe, l'Eurovision pour la France? Quelle est la position de la France sur ce sujet-là? Est-ce que France Télévisions s'est positionnée? Alors, France Télévisions ne s'est pas positionnée, et puis on peut le comprendre, de dire ce n'est pas dans nos affaires. Il y a un référence groupe à l'Eurovision, donc avec des représentants d'une partie des diffuseurs participants. La France n'en fait plus partie. Voilà, on va dire que je pense que si France Télévisions peut éviter de gérer ça, autant que ce soit discuté hors France Télévisions. Hors France Télévisions. Alors, les chansons, vous les avez sélectionnées? Oui, on peut faire une dernière question de savoir si dans tout ce contexte-là, un autre chanteur, on va pouvoir peut-être écouter un extrait de Slimane. Est-ce que Slimane peut gagner ou pas? Moi, j'ai envie de dire que oui, il peut gagner parce qu'on n'a pas encore toutes les chansons qui ont été révélées, mais on en a une trentaine sur une quarantaine. Ouais. Et pour l'instant, c'est une proposition qui se démarque. Il est dans une balade à voix, dans l'émotion, etc. Et la plupart des autres chansons qui seront en compétition sont très bruyantes, très rythmées, très voilà. Donc, si l'état d'esprit des Européens est à l'émotion, à la sensibilité, ça peut lui apporter quand même pas mal de points. Eh ben, écoute, voilà. Je vous pose même pas la question. Si, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal, pas mal. Pas mal, non, pas mal. Non, mais et donc, et alors, vos pronostics à vous? Alors, selon les Eurofans qui suivent l'Eurovision, la Croatie est la mieux placée, côté bookmakers également. Et vous, c'est pas votre préféré? Moi, c'est pas ma préférée. Moi, j'aime bien toujours l'Italie. On peut écouter l'italienne pendant que vous parlez. Angelina Mango. C'est autre chose que Slimane, Il faut dire qu'elle a été sélectionnée au fameux concours de San Remo. Et San Remo, le concours a fait plus de 60% de part de marché sur la télé italienne. Ah oui, c'est plus de 10 millions. Je crois qu'il y a eu un pic à 14 millions de téléspectateurs sur la rail pour la finale. C'est une institution là-bas en Italie, mais depuis les années 50. D'ailleurs, c'est le festival de San Remo qui a inspiré l'Eurovision. Bon, écoutez, non, il y a une auditrice qui me dit, est-ce que la Palestine, peut-être c'est une question de bête, participe? Non, c'est l'Eurovision. Donc, il y a une dérogation. Il faut peut-être expliquer justement pourquoi Israël y participe. Pourquoi Israël participe, oui. Juste rapidement. C'est parce que c'est une question d'aire géographique, d'aire de diffusion. C'est-à-dire que peuvent participer aussi, comme ça a été le cas, le Maroc, ça a été le cas en 80, le Liban, il y a tout plein de pays comme ça qui pourraient participer parce qu'ils font partie des pays qui peuvent recevoir les faisceaux Eurovision. Donc, qui sont adhérents à l'UER. Et qui sont adhérents à l'UER. Et pour participer à l'Eurovision, il faut avoir un diffuseur qui est membre de l'UER, ce qui n'est pas... D'accord, ce qui est la condition. Vous en avez une dernière ? Non, il y avait un débat. On va rentrer dans un autre débat parce qu'on avait un Palestinien qui s'était présenté. Et il y avait également toute une histoire à raconter. Non, parce qu'on est pris par le temps. Mais donc c'était pas si idiot comme question, Laurence. Elle me dit c'est une question idiote peut-être, mais non. C'était un candidat de quel pays? Alors c'était un candidat donc palestinien qui participait à la sélection islandaise et qui est arrivé deuxième. D'accord. Effectivement. Bon à suivre et puis vous reviendrez nous raconter la suite de ce. De cette affaire, puis vous serez avec nous. Merci. Dans un instant, nous serons avec une Miss France, une formidable directrice du concours Miss France, Sylvie Tellier, ancienne directrice, et qui va nous parler de Miss Monde, qui se déroulera samedi. Voilà, j'espère qu'il y aura moins de débats. À tout de suite. C'est pas sûr.
Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Sylvie Tellier aujourd'hui. Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous pour parler de cette 71e élection de Miss Monde qui sera diffusée sur Paris Première samedi à 15h. Pour une fois, en pleine journée, parce que d'habitude c'est dans la nuit. Là, on est ravis. Parce que c'est à Mumbai, donc il y a un petit décalage horaire. Donc c'est effectivement dans la journée. C'est Clémence Bottineau, notre Miss France 2020, qui représentera la France. Et c'est vous qui allez commenter. Oui, voilà. Exactement. Un exercice que vous connaissez bien. Un exercice que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le fait d'être partie de Miss France, eh bien maintenant j'ai le temps de pouvoir faire les commentaires de ces émissions. Donc je suis ravie. Alors je ne serai pas toute seule samedi. François-Pierre. Voilà, je suis avec mon acolyte. Et oui, et nous aurons 2 Françaises, puisque nous avons également la Martiniquaise qui représentera la Martinique à l'élection de Miss Monde. Alors c'est une particularité de cette élection, c'est qu'en fait ils acceptent un petit peu des représentantes, plusieurs représentantes d'une même nation. Et c'est pas obligatoirement la Miss France de l'année qui se présente à Miss France? Non, ça c'est un choix de l'organisation en fait. D'accord, de l'organisation française. Exactement, Miss France. De Miss France qui décide. Et donc pourquoi Clémence Bottineau? Pourquoi Clémence parce que je pense que Clémence a toutes ses chances et que c'est une bonne compétitrice. Parce que l'élection a déjà été décalée. Elle devait déjà avoir lieu en 2023. Il y avait même eu des rumeurs en 2022. Et puis en fait, comme Clémence avait proposé sa candidature, il n'y avait aucune raison tout d'un coup de lui dire écoute, non, ça ne sera pas toi parce que l'élection est décalée. Donc, alors quelles sont les différences de critères entre Miss France et Miss Monde? J'ai le droit d'avoir du plastique, j'ai le droit, d'être opéré, j'ai le droit d'avoir des tatouages. C'est pas toujours hyper clair parce que c'est 2 organisations différentes. Miss Univers c'est américain, Miss Monde c'est anglais. Miss Monde se veut un peu plus orientée vers the beauty for a purpose, c'est-à-dire dans le but d'être belle. Une couronne pour une cause. D'accord. Donc Miss Monde serait beaucoup plus. Ne veut plus être Miss Monde, mais veut être Miss. Miss Charité. Oui, Miss Charité, Miss Engagement. D'ailleurs, elle ne défilait plus en maillot. Je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais beaucoup plus orientée vers la beauté. Alors comme ils disent, naturel, intérieur. C'est hypocrite quand même, non? Alors il y a des femmes rondes. C'est un peu hypocrite, non? Alors il y a des femmes rondes partout maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez vu à la dernière élection de Miss Univers, il y avait une. Alors on dit pas une femme ronde, je crois qu'on dit une beauté plus. Voilà. Je suis une beauté plus. Qu'est-ce qu'une femme ronde? J'ai envie de vous demander. J'espère que vous avez retenu, Valérie. Oui. Que j'étais une beauté plus. Absolument. Je vous permets plus de dire que je suis ronde. Donc il y a des femmes plus rondes, on va dire, plus pas vraiment. De toute façon, les critères évoluent. Après. Non, mais faut pas faire semblant, quoi. C'est quand même les critères physiques qui sont là. Je pense que ce sont les critères physiques aujourd'hui des différents pays, parce qu'elles seront à peu près 130, il me semble. 130 ? Oui, et donc en fait, la sélection est simple, elles sont élues de leur pays, donc sur les critères de leur pays, et ensuite elles partent à Miss Monde. Donc évidemment, les 130 pays dans le monde n'ont pas du tout les mêmes critères de beauté. Alors, qui est le jury de Miss Monde ? C'est un grand mystère, j'aimerais bien le savoir, je vais le découvrir, je pense, en direct samedi. Ah, vous ne le savez pas ? Non, déjà le système de fonctionnement était un peu obscur. Alors cette année, c'est la première fois que ça sera produit par Endemol India, donc on s'attend, j'espère, à un très beau show. Je ne sais pas si vous avez regardé l'élection de Miss Monde l'année dernière, c'était une catastrophe, il y a des coupures pendant le direct, heureusement que c'était en pleine nuit, parce que Paris Première, ensuite on peut remonter. Là franchement, le fait que ce soit produit par Endemol India, c'est un peu un gage de succès. Je pense qu'on va avoir une belle élection, c'est ça que je vous donne rendez-vous samedi à 15h. On a pas mal de guests qui viennent intervenir. Le jury, ça sera certainement un jury composé des membres de l'organisation Miss Monde, des représentants indiens, de différentes stars de la chanson. Et puis pour la sélection, c'est un peu différent de Miss Univers. Vous avez ce qu'on appelle des fast tracks, c'est-à-dire que pendant la préparation, vous avez des épreuves. Il y a par exemple le sport, le talent, le head-to-head challenge, c'est-à-dire que c'est un peu l'éloquence. Et si vous gagnez un fast track, vous allez directement dans le top 40. C'est pour ça que je suis un peu inquiète, parce que Clémence n'a pas gagné pour l'instant de fast track. Axel, Miss Martinique a gagné le prix du
top modèle, donc on est très fiers pour la France quand même. Mais Axelle René, qui est la candidate martiniquaise. Oui, pardon. Voilà. Et donc, après toutes ces sélections, il y a le grand oral qui a eu lieu lundi matin. Alors, Clémence est très confiante, ça s'est super bien passé. Et on connaîtra le top 40 samedi en direct. En direct. Comment vous vous préparez ? Donc, Paris Première diffuse depuis très longtemps, hein, c'est ce concours. Vous vous préparez comment en fait, vous ouvrez, vous annoncez et vous clôturez ? En fait, on fait de la traduction simultanée parce que c'est en anglais, tout en essayant de respecter les temps de défilé. Hein, et puis on se prépare à la réaction des réseaux sociaux parce que généralement les gens sont pas très tendres sur les réseaux. Parce que moi, je commande cette émission justement pour y apporter un peu d'humour et un peu d'authenticité. Je sais qu'à la dernière élection de Miss Univers, je me suis rendu compte que j'avais pas le droit de tout dire. C'est-à-dire que si je donnais un peu mon avis sur telle ou telle photogénie, attention, je me faisais un peu dézinguer sur les réseaux. Bon, je préviens les internautes, je serai toujours aussi cash ce samedi. Très bien. C'est ce qu'on veut, qu'il y ait du ton, qu'il y ait de l'humour et qu'il y ait un peu que ça vive, quoi. Voilà, je me souviens là, dans l'élection de Miss Univers, il y avait justement une beauté plus qui était là. Je trouve ça très bien. Je suis fan d'Ashley Graham. En revanche, elle n'avait pas une super photogénie et j'ai eu le malheur de le dire. Je dis c'est pas parce que en fait, et je me suis fait attaquer. Grossophobie. Et est-ce que il y a déjà des participantes qui font polémique ou pas ? Est-ce que vous avez déjà des anecdotes sur certaines participantes ? Non, pour l'instant, il n'y a pas trop de croustillants. Je suis en train de chercher, de préparer pour samedi. Je vous dirai si j'en trouve. Parce que moi, j'aime bien trouver s'il y a un peu de crépage de chignon. Alors, il y a des Miss qui ont disparu. Alors, c'était intéressant. Parce qu'ils en annoncent 130. Et puis, en fait, quand on regarde, on n'en voit pas 130 dans la compétition. Donc, je me dis qu'à force de repousser leur concours, il y a certains pays qui n'ont pas eu leur visa. Donc, je pense qu'il y a des Miss qu'on verra pas samedi. Voilà. Et est-ce que qu'est-ce que vous répondez sur les réseaux ? On voit souvent de toute façon ces trucs-là, c'est bidonné. C'est toujours les concours sont bidonnés. Moi, je leur réponds qu'on a quand même gagné. On a eu Iris Mittenard qui a été Miss Univers. On a eu Marine L'Orphelin qui a été première dauphine de Miss Monde. Ophélie Mézineau. Là, on a 2 chances. On a une Guadeloupéenne, une Martiniquaise. Attention, ça va être la guerre. Hein, parce que je pense que chacun il va y avoir choisir son camp. Mais on a 2 chances d'avoir un classement à Miss Monde. Évidemment, Clémence étant Miss France. Pas que j'ai une préférence parce que les deux, je les ai encadrées dans le cadre de concours Miss France et je sais qu'elles ont toutes les deux leur chance de faire quelque chose. On parle un petit peu plus de Clémence parce qu'elle a été Miss France, mais c'est vrai qu'on a 2 compétitrices là samedi sur stage, donc à mon avis ça va être... Comment vous expliquez que toutes les Miss France deviennent en fait des Miss médiatiques ? C'est-à-dire que tout de suite maintenant les Miss France, on les retrouve à la télé, on les retrouve comme chroniqueuses, on les retrouve sur les chaînes. C'est presque depuis qu'une Miss a dit je vais vous prendre votre métier à Jean-Pierre Foucault, c'est presque devenu la règle, vous trouvez pas ? Alors de façon très humble, je vais vous dire, parce qu'on avait une super équipe chez Miss France et qu'on bossait super bien et qu'on a essayé en fait de replacer les Miss au centre de l'intérêt. En fait, je pense que aujourd'hui, vous connaissez les Miss France, vous savez ce qu'elles font, vous connaissez leur passion et surtout on leur donne la parole. Et ça, c'est grâce aux journalistes. Il faut dire merci aux médias. Vous les avez de plus en plus invitées toutes seules dans les émissions. Moi, je sais quand je suis arrivée chez Miss France, c'était une volonté. Avant, il y avait Geneviève de Fontenay qui était très présente. C'était de remettre Miss France au centre en fait du débat entre guillemets et permettre aux Français de les découvrir et de s'y attacher. Il y a un auditeur qui me dit Denise Perrier, la seule Française Miss Monde, est toujours vivante. En 1953, oui, on l'embrasse parce que je suis sûre qu'elle vous écoute. Elle habite dans le sud. C'est une femme que j'adore, qui a une pêche fantastique. Oui, que je vois assez souvent. Je l'ai au téléphone pratiquement tous les 2 mois. Et c'est la seule à avoir été élue Miss Monde. Oui, et pour la petite histoire, elle n'était pas Miss France du comité de Geneviève de Fontenay. Parce qu'à l'époque, dans les années 50, il y avait plusieurs comités, mais c'est quand même Cocorico, notre seule Française. On a des auditeurs formidables. Merci Mickaël de cette... Moi, je voulais savoir comment va Sylvie Tellier aujourd'hui. Vous n'êtes plus la patronne de Miss France, vous avez quitté l'organisation. Donc, c'est quoi la vie de Sylvie Tellier ? Elle va bien, elle a récupéré ses week-ends, elle a récupéré du temps avec ses enfants, elle a plein de projets, donc ça c'est chouette. Et voilà, je dis souvent, j'ai adoré ce que j'ai fait chez Miss France, mais j'ai peut-être un peu repris le contrôle de mes projets, de ma vie. Parce que c'est très prenant, il faut le dire. Vous avez accompagné toutes les Miss France partout, tous les week-ends, à travers la France. Oui, c'était pas un métier.
Moi, c'était un peu le titre de Miss France tous les ans. Donc, c'est quelque chose qu'on vit avec passion et c'était pas très compatible avec une vie de famille. Moi, j'ai eu, avec Valérie, on s'en est beaucoup parlé à l'époque, on a eu beaucoup d'émotions en regardant l'hommage qui a été fait à Geneviève de Fontenay. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur ? Pas très bien. Pas très bien parce que c'était... moi, j'ai eu des rapports très privilégiés avec Geneviève. Hein. On a travaillé pratiquement 15 ans ensemble. C'était quelque chose... j'avais des sentiments très, très compliqués, en fait, le soir de Miss France. Parce que en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, la disparition de Geneviève, c'était la fin de quelque chose. Mais pas que d'une personne, c'était la fin d'une ère, d'une façon de penser, de relations que j'avais avec elle, qui étaient parfois conflictuelles, parce qu'on avait cette chance de pouvoir ne pas être d'accord et échanger ensemble. Non, c'était très compliqué, en fait, cet hommage. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. Et aussi, allez-y. Non, je continue. Et alors, quels sont les avantages qui pourraient faire que Clémence Bottineau gagne ? Qu'est-ce qu'elle a pour elle ? Alors, elle est parfaitement bilingue. Clémence a vécu pratiquement une année entière aux États-Unis. Vous l'avez vu quand elle a... Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des moments où elles doivent prendre la parole. Elle s'exprime parfaitement en anglais. C'est une vraie compétitrice. Elle a la gagne, comme on dit chez nous, elle a l'œil du tigre. Elle avait un costume national fantastique sur le thème de Marie-Antoinette. Elle a une vraie culture de l'histoire française. Non, vraiment, elle a beaucoup de choses pour elle. On a parlé juste avant de l'Eurovision et de la chose très compliquée de la participation d'Israël. Est-ce qu'il y a une Israélienne à l'élection et est-ce que politiquement ils ont droit d'avoir des discours politiques à Miss Monde? Il y a, il me semble, une Israélienne, bien sûr, à l'élection. Alors, on fait pas de politique dans les élections de Miss, vous savez. Mais automatiquement, ça ne peut être que c'est au centre, certainement, du débat. Et je suis curieuse de voir quel discours elle aura samedi, si on lui laisse la parole. Et ben, on va vous retrouver samedi après-midi sur Paris Première, fidèle au poste pour la diffusion de cette 71e élection de Miss Monde. Vous serez avec François-Pierre Pellinard et on attend vos commentaires cash, Sylvie Tellier. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, les débats d'actualité. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, Parlons Vrai.